Bonjour à tous et à toutes, ravie d'être aussi aujourd'hui avec vous ici, c'est ma première fois à Lille, c'est bien cool. Levez la main si vous êtes allé à la conférence de Maxime hier sur les flaky tests. Ok, je savais que ça pouvait arriver, donc hier j'avais un grand choix à faire, est-ce que je rentre à l'hôtel et je refais toute ma conf, ou je vais à la soirée. Bon, je suis allée à la soirée. Alors, on a des approches très différentes, donc je pense que les conférences sont assez complémentaires. Vous allez voir que je vais parler d'autres choses. Il y aura un peu de redite, c'est normal, on parle sur le même sujet. Levez la main si l'écriture de vos tests vous embête, si vous avez été embêté par la CI qui ne marche pas. Ouais, enfin, vous êtes courageux d'être venu un vendredi matin par les tests, genre ouais, yes. Ok, ça tombe bien, moi j'aime venir en conférence avec des solutions. Donc je me suis dit, on supprime les tests. Si on n'a plus de tests, on n'a plus de problème. Voilà. Merci, c'était bien. Alors, évidemment, c'est une blague et on va expliquer pourquoi. Donc, je m'appelle Sophia Lescano-Carol, je suis développeuse senior dans une société canadienne qui s'appelle Benevity. J'habite à Madrid. Alors, normalement, je fais une blague sur « nous, on a le soleil ». Je ne sais pas ce qui se passe dans cette ville aujourd'hui. Pas grave. Je suis argentine et espagnole. Bon, je fais beaucoup plus que juste développer. J'ai 2 petits chats merveilleux. Je voyage. J'étais à Londres la semaine dernière, enfin cette même semaine. Je danse aussi. Je fais des shows. Et récemment, j'ai même écrit un livre sur la santé mentale en espagnol. Voilà, c'est ce qu'il y a. De quoi s'agit mon travail? Donc, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Benevity. C'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, tout ce qui est dons et volontariat au niveau d'une entreprise. On vend une plateforme qui va permettre aux employés de trouver des ONG avec lesquelles s'impliquer. Et en fait, techniquement, ce qu'on fait, c'est bouger de l'argent à travers le monde. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est des milliers de millions de dollars canadiens. Si nous n'allons pas supprimer nos tests, peut-être qu'il est intéressant de se rappeler pourquoi on les écrit. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui travaillent sur un monolithe par hasard? Ok. Moi, j'ai travaillé sur des monolithes avec plus de 100 développeurs et ça peut devenir très compliqué en fait de connaître toute l'application. Donc, les tests, souvent, ils vont agir en tant que documentation. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je peux aller voir un peu quels ont été les cas que la personne a pensé et comment fonctionne l'application. Généralement, j'essaye de vérifier finalement que l'application fonctionne. Pourquoi? Parce que j'essaye de construire et éviter les régressions. Et c'est fantastique parce que c'est automatique. Oui, je pourrais aller cliquer et tester et retester mon application, mais c'est un petit peu pénible. Donc c'est très bien que ce soit automatique et que ce soit facile à faire. Moi, ce que ça me donne, en fait, c'est de la tranquillité au moment de faire du code. Puisque si jamais je fais quelque chose qui va toucher quelque chose que je n'ai pas fait, normalement, il y a des tests qui vont me permettre de m'en rendre compte. Donc, je ne vais pas impacter et créer des régressions. Et donc, normalement, dans un monde idéal, ce qui se passe, c'est que le test ne passe pas et on a 2 situations. Soit je dois mettre à jour le test, je viens de développer une nouvelle fonctionnalité, j'ai changé quelque chose, mon test a besoin d'être mis à jour, ou on vient de détecter un problème. Génial, je peux résoudre ce problème. Qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas confiance en mes tests? C'est là qu'on rentre dans l'idée des tests peu fiables, ou difflaky en anglais. Donc, en fait, un test est difflaky, ou peu fiable, lorsqu'il donne à la fois des résultats positifs et négatifs, malgré aucune modification du code ou du test. Oui, tout à fait, on n'a absolument rien changé, et le test change son résultat. Ça veut dire qu'on a un test qui est non déterministe, et en fait, reproduire et le corriger peut être très très difficile, puisque moi, quand j'essaye de corriger un test qui ne fonctionne pas, je le fais échouer, je regarde l'erreur, et je le corrige. Mais si c'est très difficile de le faire échouer, et c'est difficile de comprendre pourquoi il échoue, en fait, ça va être très compliqué de le corriger. Ce qui est drôle avec les tests qui sont flaky, c'est qu'il peut échouer 1 fois sur 2, 3 fois sur 4, peut-être 1 fois tous les 2 sont lancés. Donc, on revient de notre situation idéale où on savait qu'il fallait mettre à jour, où on vient de détecter un problème, et en fait, on rajoute une couche où on dit « Ah,
Est-ce que c'est un problème? Eh ben, je ne sais pas. Et c'est ça la partie la plus difficile, finalement, de se dire, est-ce que je dois aller regarder mon test, il est mal écrit, ou est-ce que je dois aller chercher un problème dans l'application? Et c'est vraiment ça qui va nous faire perdre énormément de temps. Ce qui se passe, c'est que plusieurs exécutions ne permettent pas forcément de conclure, puisque comment je vais détecter un flaky test? Je vais le faire échouer et passer sur le même code. Sauf que peut-être que je dois le lancer beaucoup de fois pour pouvoir arriver à ce résultat. Donc peut-être qu'à la 4e fois que je le lance, je dis « Ah bah oui, effectivement, il est flaky ». Mais je l'ai lancé 3 fois de suite et je me dis « Zut, je l'ai lancé 3 fois de suite, il a l'air d'avoir un problème avec le test ». Eh ben non, voilà, ça dépend. Ce qui se passe quand vous travaillez dans un monolithe ou peut-être que vous n'avez pas écrit le test, c'est quand je viens de faire une modification dans le code et j'ai cassé un test, ben j'essaie de comprendre pourquoi j'ai cassé ce test. Mais à ce moment-là, je dois aller comprendre qu'est-ce que le test est en train de tester. C'est quoi cette autre partie de l'application? Et donc ça peut être très difficile d'aller s'attaquer à du code qu'on n'a pas écrit. Et en fait, selon la capacité que vous avez de lancer le test en local, eh ben ça peut être très difficile de reproduire l'erreur. Dans mon entreprise, et j'espère que vous faites la même chose, on ne merge pas et on ne déploie pas quand les tests ne passent pas, et donc vous voyez bien qu'il y a un problème dans l'histoire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une énorme incertitude sur l'état de l'application, on dégrade notre capacité à délivrer de la valeur, et en général, ce qu'on trouve, c'est la frustration des développeurs. La première fois que j'ai trouvé un test qui était flaky, j'ai passé des heures à essayer de le corriger. Parce que je ne savais même pas que ça existait, en fait. Moi, j'ai fait du code, j'ai vu que quelque chose s'était cassé, je me suis dit, bah, mon travail, c'est de réparer ce code. Pour que, des heures après, un collègue me dise, non, mais il est juste flaky. Je fais, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de bruit qu'on ne prend plus au sérieux les vrais problèmes. En fait, la CI est tellement instable qu'on perd énormément de temps parce que la première fois qu'elle fail, on ne regarde pas, la deuxième fois qu'elle fail, on ne regarde pas, on essaie d'attendre, voir si elle va repasser au vert, et donc on peut perdre énormément de temps avant d'investiguer un vrai problème. Et on est dans ce type de conversation où, bah, en fait non, c'est pas normal. Ce qui est drôle avec ce genre de situation, c'est que généralement, c'est un problème qui est connu, mais qui peut se répandre très vite. Alors, je ne juge pas, mais levez la main si, par hasard, vous avez rencontré une fois un problème et vous avez fait semblant de ne pas le voir. Ok, bon, voilà, vous pouvez lever ou pas lever la main, mais je pense qu'on l'a peut-être tous fait. Et je vous laisse quelques captures d'écran de nos petits flaky tests. Dit, ouais, je vais aller en prod dans 15 minutes, mais il faut juste que je règle le test. Ce test, c'est un peu comme une hydra. Tu coupes une tête et il y en a 2 autres qui ressortent. Bon, voilà. Et mon petit préféré, après l'avoir lancé 6 fois, c'est bon, on y est, on peut y aller. Et pareil, je ne juge pas, levez la main si par hasard vous avez déjà copié du code pour en produire du nouveau. Même qu'aujourd'hui, l'IA, en fait, elle va prendre le code qui existe déjà et elle va essayer de faire pareil, quoi. Donc, en fait, c'est juste un problème qui continue de s'aggraver. En fait, on crée de nouveaux tests basés sur les anciens, et malheureusement, généralement, avoir des nouvelles fonctionnalités est plus important que stabiliser la stack technique. C'est là, peut-être principalement, où je vais différer un petit peu de ce que Maxime racontait hier. Parce que Maxime, il expliquait que pour lui, les tests flaky, c'est surtout sur les end-to-end. Moi, je les ai vus sur les end-to-end, mais je les ai aussi beaucoup vus sur des tests unitaires et des tests fonctionnels. Je vais vous donner des exemples. Et donc, voici ma recette pour mettre toutes les chances de son côté d'écrire un bon test qui va passer 1 fois sur 10. Quelles sont les principales causes des flaky tests ? Généralement, et la plus grande pour moi, c'est des tests qui sont mal écrits. Des tests qui vont soit utiliser des dates, pas comprendre quelles sont les règles métiers, etc. Des problèmes de timing, des dépendances ou des problèmes d'ordre entre les tests, ou des dépendances externes. Pour moi, celle-ci est la plus importante, en tout cas celle que j'ai bataillée pendant ces dernières années, et ça s'explique assez facilement. C'est-à-dire que vous écrivez des tests qui ne sont pas terribles, et vous obtenez des résultats qui ne sont pas terribles. Aussi simple que ça.
Et vous allez le voir, toutes les choses que je vous montre aujourd'hui sont basées sur des cas réels. Et ça, c'est même un screenshot réel, donc voilà. J'ai un petit test qui essaye de vérifier que quand je crée un budget, la différence entre la date de début du budget et la fin est de 1 an. Et donc, petit développeur averti écrit « Je fais la différence, elle est de 366 jours ». Qu'est-ce qui peut mal se passer concrètement? Évidemment, c'est un test qui était écrit dans une année bissextile et qui arrête de fonctionner au bout d'un jour. C'est un test qui est drôle. En fait, il marche tout le temps, et après, il ne marche plus jamais. Je vous ai dit que je travaillais pour une boîte canadienne. C'est drôle, on a 8 heures de différence. Donc, quand nous, on travaille, eux, ils dorment. Donc, quand tu te réveilles, il est 10 heures du matin, tu fais « Allez, je vais faire un deploy ». Le test ne passe pas, tu fais « Ah, d'accord ». Tu regardes ça, tu fais « D'accord ». Tu fais quoi? Tu mets 365. Enfin, il faut faire le deploy, quoi. Mais je me dis, je vais aller discuter avec cette personne et je vais essayer de lui expliquer qu'il y a peut-être un problème. Et si je suis très sincère, je ne sais pas si c'était une blague ou pas. Monsieur, il me dit, bah, il ne va plus marcher en 2028, il y a le temps, quoi. Pourquoi je vais aujourd'hui m'asseoir, corriger ce test? Moi, j'essaie de lui expliquer que bah, c'est peut-être une opportunité pour apprendre sur ce qu'on peut faire. Bon, la conclusion est que le test, il dit toujours 365 pour l'instant, j'ai vérifié. Donc, il y a quelqu'un en 2028 qui peut-être va se dire c'est pas possible. Un autre exemple, imaginez que... Donc, ces exemples que je vous montre sont basés sur du PHP, du Laravel, mais c'est pas très important. L'idée, vous faites... vous travaillez sur des invoices et vous dites, bon, bah, je vais faire une facture d'il y a 1 mois, une facture d'il y a 2 mois, une facture d'il y a 3 mois pour mon cas de test. Sauf que vous utilisez une fonction qui est submonth et en fait, cette fonction, bah, le 31 mars, il essaye de trouver le 31 février et ça ne marche pas. Il se trouve que dans cette librairie, il y a une fonction qui est submonth no overflow, qui est ce que vous devriez utiliser si vous le connaissez. Et donc, mon collègue, il me dit « Non, mais Sophia, tu sais bien qu'on ne teste pas le 31 de chaque mois. » C'est un test qui passe presque tout le temps, sauf sur des dates très précises. Généralement, ce qu'on utilise, c'est des clock interfaces. On essaye de se séparer des dates dans les tests. Un autre exemple, j'ai travaillé sur un e-commerce, et donc, il y a beaucoup de gens qui adorent les données aléatoires. Pas moi spécifiquement, moi je suis du genre foubar, voilà. Mais imaginez que vous avez un client et une marque, et donc vous faites du commerce en Europe, sauf que de temps en temps, comme vous prenez un pays aléatoire, bah, de temps en temps vous avez l'Angleterre, et donc les taxes changent, tout change, et votre test échoue. Et en fait, c'est assez difficile de retrouver pourquoi, comment il est en train d'échouer. Donc l'aléatoire, oui, mais c'est là où il faut essayer de comprendre vraiment les données métiers que vous avez et quel est votre métier. Un exemple assez vieux que j'avais rencontré, j'avais des collègues qui aimaient bien utiliser le unique ID sur les variables. Le unique ID, il fait un nombre basé sur un timestamp. Donc c'est un hexadécimal. Généralement, c'est des chiffres et des lettres. Mais de temps en temps, c'est que des chiffres. Donc ça peut être casté en tant que int et vous pouvez avoir des problèmes. Et c'est relié au moment exact où vous lancez votre test. Facile de résoudre, on va mettre un préfixe. De toute façon, c'est recommandé pour que ce soit plus facile de débugger, plus compréhensible. Autre petit exemple que j'ai retrouvé, on voulait changer de SQLite à MySQL dans nos tests. Ça avait du sens parce qu'on voulait se rapprocher de l'infrastructure de prod. Et en fait, on s'était amusé à mettre des ID en dur un peu partout dans la base de code. Et il se trouve que SQLite et MySQL gèrent les ID de façon différente. Donc quand il faut changer un test, ça va. Quand il faut en changer 300, c'est un peu moins drôle. Surtout que vous êtes en train d'essayer de faire un changement qui a du sens pour votre produit et que vous ne pouvez pas le faire à cause de vos tests. Parfois, on trouve aussi, surtout sur les end-to-end, les dépendances avec des feature flags, c'est-à-dire que vous introduisez une feature derrière une feature flag, le test n'est pas explicite sur la valeur de la feature flag, et si jamais dans l'environnement de test, cette feature flag change, ben en fait, le test arrête de passer. On a des problèmes de timing. Ici, il y a 2 exemples. Il y en a un qui est plus évident. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas réussi à trouver l'élément, donc on sait que c'est un problème de timing. Le deuxième est un peu plus subtil.
parce qu'en fait, il nous dit qu'il y a un problème de prix, mais en fait, c'est un problème de timing où on n'a pas réussi à mettre tous les items dans le cart. Donc, on peut trouver ce genre de problème. Des problèmes de dépendance d'ordre ou de dépendance. Imaginez que vous avez un modèle et vous voulez faire un test pour la création, un test pour l'édition, un test pour le listing, et vous vous dites, bon, bah, j'ai déjà fait toute la création dans le premier test, donc dans le deuxième, je peux juste éditer ce que je viens de créer. Ouais, très mauvaise idée. Dans le troisième, je peux juste lister ce que je viens de créer et éditer. Non, très mauvaise idée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si votre création ne fonctionne pas, en fait, tous vos tests vont fail, alors qu'il n'y a que la création qui ne fonctionne pas, et peut-être que l'édition et le listing fonctionnent parfaitement. Ce genre de problème, vous pouvez les avoir quand il y a un manque de nettoyage entre différents tests. Et l'un des plus fun et difficiles, c'est la concurrence. Parfois, les tests lancés en concurrence peuvent poser de problèmes et c'est très difficile de le reproduire puisque généralement, dans votre machine, vous lancez 1, 2, 3 tests et dans votre CI, vous pouvez lancer plusieurs threads en parallèle. Dernière catégorie, c'est les dépendances externes. Et ça, c'est un exemple sur lequel on travaille. C'est par exemple, nous, je vous ai dit qu'on bougeait de l'argent à travers le monde, et donc pour nous, c'est hyper important que la passerelle de paiement, elle fonctionne. Donc on sait que dans nos tests, il y a un appel à une sandbox qui pourrait tomber, mais on l'assume, et plus tard, je vais vous expliquer un petit peu comment on le fait. Comment on peut s'attaquer à ce problème ? Je pense qu'il est fondamental de comprendre que c'est autant un problème humain qu'un problème technique. En fait, avec une grosse base de code, comme disait Maxime hier, et beaucoup de développeurs, ça va arriver tôt ou tard. En fait, vous ne pouvez pas vraiment vous en empêcher. Donc, il est intéressant de connaître un peu des stratégies pour mitiguer la situation. Donc, plusieurs axes, comprendre les impacts, mesurer, améliorer les pratiques de test, avoir les bons outils et établir une stratégie. Comprendre les impacts, il y a deux côtés. Il y a les développeurs et le produit et le management. Ce qui se passe, en fait, c'est que pour le petit développeur dans son coin, c'est beaucoup plus simple de rejouer le test et espérer qu'il passe. Mais c'est vraiment pas gentil pour tous ses copains, parce qu'un test qui est flaky peut potentiellement échouer sur chaque workflow en cours, c'est-à-dire chaque PR, chaque déploiement, jusqu'à ce qu'il soit fixé ou ignoré. C'est-à-dire que si vous avez 200 développeurs qui travaillent avec vous, vous avez peut-être fait perdre du temps à 200 autres personnes. Qui vont comprendre qu'il y a une énorme perte de temps et de coûts humains et logiciels, et donc qu'il faut prendre du temps quand même à résoudre le problème. C'est un effort qui est collectif, et on a besoin de pouvoir y allouer du temps. Je pense qu'il est assez important pour convaincre tout le monde de pouvoir le vérifier, enfin de le mesurer. Ce que vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas le manager. Et donc, rendre le problème visible. Savoir combien de temps on a passé sur ces problématiques, combien sont le nombre de tests flaky qu'on a dans notre base de code, comment les releases ont été affectés par cette problématique, et pouvoir mesurer l'évolution pour voir si tous les efforts qu'on fait ont vraiment porté ses fruits. Nous pouvons améliorer nos pratiques de test, se former, ramener des formateurs pour mieux apprendre, partager les erreurs rencontrées, ce qui est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Si vous connaissez déjà ces erreurs, il est beaucoup moins probable que vous allez les reproduire. Et j'ai envie de dire, relire les tests et pas juste le code. Quand je pense à l'erreur des 366 jours, nous, on a une politique de 2 approuves dans une paire. Est-ce que 2 personnes ont lu ce test et l'ont accepté ? J'espère qu'ils n'ont pas lu le test, ils ont lu juste le code, mais bon. Il est important d'avoir les bons outils et apprendre à les utiliser. Je vais vous en présenter quelques-uns que j'ai pu utiliser dans le passé. Donc vous avez CircleCI, qui est un outil d'intégration et déploiement continu, Datadog, qui est un outil de monitoring d'infrastructures et d'applications, et Allure, qui est un outil de reporting de tests et d'automatisation. Et ça ressemble beaucoup à ce que disait Maxime hier, c'est-à-dire que ce que va me donner l'outil, c'est un indice. Allure, par exemple, il va me montrer l'historique du test. Si je sais que le test a échoué il n'y a pas longtemps sur une version similaire ou même sur la même version, je vais peut-être beaucoup plus aller sur la stratégie de relancer que me mettre à investiguer tout de suite et probablement perdre du temps. De la même façon, CircleCI
est capable de détecter que sur le même commit, le test est passé et ne pas passé. Donc ça me donne une énorme indication pour gagner du temps au moment de résoudre ça. CircleCI nous permet aussi de voir un peu l'état global de l'application, combien de tests on a, combien ont été flaky, lesquels ont échoué le plus de fois, peut-être lequel j'ai le plus intérêt d'essayer de résoudre. Et ça, je ne l'ai jamais utilisé, mais Datadog permet aussi d'ignorer un flaky test. Imaginons mon cas de la plateforme de paiement. La sandbox était down. Tous mes tests de paiement ont été labellisés comme flaky. Ben, je peux dire, je sais qu'ils ne sont pas flaky. Donc, je peux aller et ignorer un test qui a été détecté quelque part par erreur. Je peux aussi exécuter un sous-ensemble. Parce qu'à différence de ce que disait Maxime, bon, je parle beaucoup de sa conférence parce que c'était hier, lui, en 2 mots, il a développé un outil pour permettre de merge, même s'il y a un flaky test. Nous, moi, j'ai jamais travaillé avec un outil comme ça, donc c'est toujours dans l'idée de rerun une sous-partie pour permettre de gagner du temps, aller plus vite et avoir une CI qui est verte et qui nous permet d'aller de l'avant. Donc on va toujours essayer de merger avec une CI qui soit verte. Une idée, c'est utiliser un analysateur statique, PHP-Stan par exemple, pour implémenter ses propres règles. Sur l'exemple que je vous disais avant, de submonth et submonth dans Overflow, je peux créer une règle à travers le code qui va permettre d'aider aux développeurs de ne pas reproduire cette erreur. C'est-à-dire que si j'ai ce code et que j'ai la ligne de submonth et submonth dans Overflow, ben, je peux permettre de lui dire ben, il faudrait que tu utilises plutôt cette méthode. Je vais aider mes développeurs et je vais permettre de ne plus reproduire cette erreur dans le code. Si jamais vous avez beaucoup de flaky tests, que vous ne pouvez pas les régler, vous ne pouvez pas les régler tout de suite, vous pouvez toujours travailler sur des stratégies de contournement. Cela dépend finalement de comment vous faites vos déploiements. Moi, j'ai travaillé à la fois avec des déploiements manuels et automatiques. Aujourd'hui, on est sur des déploiements qui sont manuels. Et ce que vous pouvez faire, c'est séparer les tests qui sont à risque dans une suite différente. Nous, on sait que les tests qui ont une intégration externe peuvent échouer, donc on les sépare et on permet au workflow de continuer de l'avant si jamais ils échouent. Évidemment, c'est manuel, donc il y a un tag qui est mis. Et c'est à la personne qui va faire le déploiement de décider s'il est opportun de faire le déploiement, même avec une suite qui a échoué. Vous pouvez toujours utiliser un force merge. Alors, je ne suis pas en train de vous dire « allez-y, juste mergez tout, c'est pas grave ». Mais le problème, c'est que le comble un peu du test instable, c'est avoir un autre test instable qui empêche de le fixer. Imaginez, vous avez une pull request qui est super simple. Vous supprimez le test, et pourtant, votre CI ne passe pas parce qu'il y a 2 autres tests qui vous empêchent de le merger. Donc, vous êtes un peu dans cette situation. Et à ce moment-là, avec une simple vérification manuelle, ça a du sens, en fait, juste d'avoir une stratégie de court-circuit qui va vous permettre de continuer à faire votre travail. Si vous êtes dans un déploiement automatique, par exemple la merge queue, la merge queue, c'est une façon d'automatiser le processus de merge et de création de release, qui en fait s'appuie énormément sur la pipeline de tests. Donc si vous avez des tests qui sont extrêmement flaky, vous aurez beaucoup de mal à pouvoir utiliser ce genre de stratégie. Comment ça marche? L'idée, c'est qu'il va essayer de trouver un ensemble de pull requests qui peuvent aller ensemble, va lancer les tests sur cet ensemble de pull requests, et un seul test peut faire échouer tout le mécanisme. En fait, au moment où ça échoue, il va enlever une pull request et va essayer de faire un sous-ensemble avec ce qui reste jusqu'à ce qu'il aura enlevé toutes les pull requests et sera en fait paralysé pendant des heures le workflow. Pour éviter de le bloquer, nous, ce qu'on avait fait, c'est une stratégie de retry. En fait, on leur donne une 2e chance pour essayer de permettre que le workflow aille de l'avant. Après, évidemment, toute stratégie de réessai augmente le temps d'exécution et finalement cache un peu le problème. Moi, j'adore les processus, j'aime que ce soit clair, j'aime savoir quoi faire. Et donc,
L'idée, c'est que dès qu'on trouve un flaky test, on en parle. Comme ça, j'évite que mon collègue soit en train d'investiguer la même chose que moi. Généralement, on le désactive pour pouvoir continuer à travailler et on traite ça comme une dette technique urgente. Ok, bon, c'est pas si simple. Hein. C'est pas fun. Le problème, en fait, c'est qu'il faut essayer de prendre le contrôle de la situation au plus tôt. Plus le problème avance, plus c'est compliqué de le régler. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais vous avez beau faire des processus, les gens, ils n'en ont rien à faire. Donc, c'est pas facile. Mais moi, je crois vraiment à inspirer en donnant l'exemple, plus que dénoncer vos collègues. Vous pouvez dénoncer vos collègues si vous voulez, mais... Et je pense qu'il est important de valoriser le travail des personnes qui sont impliquées. Bon, soit avec des petits commentaires, des kudos, ce que vous voulez, une promotion. Quelque part, trouver la façon de faire comprendre à tout le monde que c'est ça la voie qu'on veut suivre. Et en fait, peut-être que finalement, la réponse est de supprimer ce test. Si le test, il vous pose plus de problèmes qu'il ne vous aide, bah, en fait, peut-être qu'il faut le supprimer, ou peut-être qu'on peut tester autrement. Peut-être qu'on peut revenir sur notre pyramide de tests et se dire, bah, si c'est suffisamment testé de façon unitaire et d'intégration, bah, peut-être que je n'ai pas besoin du test end-to-end, ou vice-versa. Quand rien ne fonctionne, on peut au moins en rire. Donc, je vous ai fait quelques petits trucs. Je pense qu'en fait, avoir une personne qui est en train de tout le temps se plaindre que la pipeline ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans une entreprise. Et donc, j'ai toujours trouvé la façon de, à travers les blagues, à travers les petites photos, essayer de faire passer un message. Et je pense que ça marche assez bien. Voilà, les icônes ont été faites par ces merveilleux artistes. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup.